Bonsoir Londres. Vous vous dites peut-être que c'est un film, mais c'est vraiment arrivé. Un soir de 1983, t'es tranquille devant ta télé, la BBC fait une émission sur les premiers ordinateurs, une révolution pour l'époque. Le présentateur explique comment ça fonctionne, et soudain, l'écran passe au noir. J'espère que votre émission marchera aussi bien que mon programme qui a trouvé vos mots de passe. Internet a tout juste quelques mois, et on voit déjà les premiers hackers. Celui-ci est sympa, il met juste une petite chanson, fait une dédicace à ses amis, et part sans faire de dégâts. L'émission continue, mais l'histoire fait du bruit. Comment a-t-il réussi à trouver le mot de passe de la station? Une fuite en interne ou l'œuvre d'un des premiers génies d'internet? Encore aujourd'hui, on n'en sait rien. Dans les années 40, pendant la guerre, la radio de la BBC avait déjà été interrompue par les Allemands pour faire de la propagande. Mais là, c'est la première fois de l'histoire qu'une émission de télé se fait hacker en direct. Et c'est loin d'être la dernière. L'homme qui a trollé la télé. 22 novembre 1987, 9h du soir. T'es à Chicago, tu regardes le match de baseball et... Ce type, c'est Max Headroom, le visage de Channel 4, le premier présentateur complètement virtuel de l'histoire de la télé. Enfin, pas vraiment, il y avait quand même un acteur derrière, mais c'est comme ça qu'on nous le vendait à l'époque. Arrogant, rebelle, toujours avec le bon mot, il change des présentateurs qu'on a l'habitude de voir. Rapidement, il gagne en popularité et a même droit à son téléfilm qui raconte son origin story. Du coup, quelle ne fut pas la surprise de la 9ème chaîne en voyant un type portant un masque du présentateur se dandiner pendant quelques secondes à l'écran. Au bout de quelques instants, les techniciens de la station changent la fréquence du signal pour échapper à l'attaque. On revient au programme et on explique que l'ordinateur de la chaîne a eu des problèmes. Mais ce n'est pas ce qui vient de se passer. Un hacker a réussi à détourner le signal de la télé et à le remplacer par le sien. En se plaçant en hauteur, pas trop loin des tours qui diffusent le signal, avec un émetteur assez puissant, c'était possible de remplacer une émission par ce que l'on veut. Mais allez, c'est une bonne blague, il a rien cassé, ça va. Sauf que c'est pas fini. 2 heures plus tard, pendant un épisode de Doctor Who, Max Headroom revient. Cette fois, il parle. Il insulte un présentateur de télé, fait un fuck à la caméra avant de se faire fouetter les fesses. 1 minute 34 secondes, c'est le temps qu'il a réussi à piquer à l'antenne. Cette fois, c'est sérieux, le FBI et la FCC ouvrent l'enquête, mais ne retrouvent jamais le hacker. Il a bien couvert ses traces. Depuis, à part quelques théories sur Reddit et les réseaux, on n'a toujours aucune piste. Ça restera juste dans l'histoire comme l'un des moments les plus bizarres de la télévision. C'est pourtant loin d'être le seul à avoir joué un tour aux chaînes de télé. 10 ans plus tôt, en 1977, dans le sud des Royaumes-Unis, des centaines de personnes appellent la station pour dire qu'un étrange message a remplacé l'audio d'un programme local. Pendant 6 minutes, une voix qui dit venir d'une autre planète nous met en garde. La fin du monde arrive, il faut que tu te prépares. Même si on n'a jamais attrapé l'auteur du canular, on suppose qu'il a lui aussi réussi à inonder les ondes avec son propre émetteur, jusqu'à faire passer son message. À l'époque, c'était relativement simple, mais avec l'arrivée du numérique, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Tu peux plus te promener avec ton matériel jusqu'à trouver un flux. Il faut directement passer par l'ordinateur de la station. Et ça laisse plus de traces. Pourtant, en 2013, c'est pas ce qui a empêché un groupe de hackers de passer un message sur toutes les télés du Montana, en disant qu'une apocalypse zombie venait de commencer. C'était juste un bandeau en haut de l'écran et une voix qui donne des instructions, mais ça fait peur à plein de gens. En quelques minutes, le 911 reçoit des milliers d'appels. La chaîne de télé est obligée de répondre rapidement pour démentir l'info. Les criminels, eux, n'ont jamais été identifiés. D'après le FBI, l'attaque venait d'un autre pays, ce qui la rend encore plus mystérieuse. Après, c'est toujours moins bizarre que ce qui s'est passé sur ABC dans le Wyoming en 2006. L'écran passe au noir et soudainement, des visages. Plein de visages. De temps en temps, on lit des messages comme « Tu as perdu ta voix, tu vas voir des choses si belles ». C'est terrifiant. On ne sait toujours pas qui c'est. Pour hacker une si grosse chaîne, ça demande du talent, encore plus pour cacher ses traces. Surtout que chaque année, la sécurité de la télé augmente. C'est de plus en plus dur de s'en sortir sans se faire prendre. Ceux dont on vous a parlé jusqu'à présent ont eu de la chance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. L'homme qui a piégé le Super Bowl. 2007, t'es chez toi, ton fils regarde un dessin animé pour enfants quand soudain... Non, pas d'extrait, hein. Bon, c'est du X. Quelques secondes de film olé olé, mais sur une émission jeunesse, ça pardonne pas, c'est le scandale. Comcast, l'entreprise qui gère la diffusion, s'excuse publiquement et promet que ça n'arrivera plus jamais. Dommage, en 2009, ça recommence. Cette fois devant le Super Bowl, l'événement télévisuel de l'année. En 2023, il a été vu par 115 millions de spectateurs. À l'époque, il
sont près de 80 000 devant leur télé dans la région de Tucson, en Arizona. Ça recommence, l'écran se coupe et un monsieur se dandine sans son pantalon. 37 secondes, je vous raconte pas l'ambiance. Tous les journaux en parlent, en plus de l'horrible réputation qu'elle se prend, Comcast doit verser un total de 800 000 $ en réparation. L'homme derrière tout ça, c'est lui. Frank Gonzalez. Technicien dans une petite entreprise, Comcast fait souvent appel à lui pour faire la maintenance. Pendant son travail, il arrive à obtenir les mots de passe de l'équipement de transmission. Grâce à un routeur, il a pu ainsi s'authentifier et s'introduire dans la fréquence de la chaîne. Libre de diffuser ce qu'il veut, il a commis son crime. On a mis 2 ans à le retrouver. La seule faille dans son plan, c'était un test qu'il avait fait quelques mois auparavant à petite échelle avec son propre compte corp.fgonzalez. Quand le FBI l'interroge, il avoue tout. À la base, il voulait simplement faire une farce à un ami. La manœuvre ne devait cibler qu'un seul téléviseur, mais ça a mal tourné. Frank Gonzalez n'est donc pas réellement un hacker, juste un employé avec des accès qui a voulu faire une mauvaise blague. Il écope de 3 ans de prison avec sursis et 1000 $ d'amende. C'est loin d'être le seul à s'être fait avoir. En 2007, la météo de la République tchèque est interrompue par une explosion nucléaire. C'est un groupe d'artistes qui a réussi à s'introduire dans le feed et à mettre un champignon atomique en surimpression. Malheureusement, ils se cachent pas assez bien et on les attrape. Pour avoir semé la panique, on les menace de plusieurs mois de prison avec une grosse amende. Heureusement, le public tchèque est de leur côté. Tout le monde a aimé la blague. Ils finissent par être acquittés et reçoivent même un prix pour leur action. Ils ont eu plus de chance que Thomas Heini. Employé sur une chaîne de télé chrétienne, en 1987, il décide de s'en prendre à l'incarnation du diable, Playboy. Au milieu d'une scène bien païenne, il insère un verset de la Bible. Ainsi parle le Seigneur, ton Dieu, souviens-toi du sabbat et sanctifie-le. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Là, il a même pas pris la peine de cacher ses traces. On le retrouve très vite et en plus de l'amende et de la prison avec sursis, on lui met 150 heures de service communautaire. Lui l'a fait pour sa foi, d'autres l'ont fait pour se plaindre. En 1986, HBO est déjà très populaire. La chaîne payante diffuse chez plus de 14,6 millions de foyers, mais pour John R. McDougall, il coûte trop cher. Le problème, HBO diffuse par satellite. Pour saboter leur signal, se mettre en haut d'un immeuble ne suffit plus. Il faudrait carrément aller dans l'espace. Heureusement, dans le centre de transfert où il travaille, il a accès à des paraboles. Il calcule la position du satellite d'HBO, le vise et le bombarde avec des ondes. Pendant 4 minutes et demie, à la place de voir leur film du soir, les spectateurs peuvent lire « Bonsoir HBO, c'est Capitaine Midnight, 12,95 $ par mois, impossible. Showtime Movie Channel, attention !» Il aurait pu s'en tirer, mais quelques jours plus tard, il s'en vante au téléphone à un de ses amis, et quelqu'un l'entend. Quand le FBI l'arrête, on l'accuse de terrorisme. S'en prendre au satellite à la fin de la guerre froide, mauvaise idée. Il risque la prison ferme et 100 000 $ d'amende. Au final, McDougall ne ressort qu'avec 5 000 $ à payer et une peine avec sursis. Mais son crime est resté à jamais dans l'histoire. Maintenant, on prend la sécurité des satellites beaucoup plus au sérieux, parce que si un petit américain moyen peut en détourner, alors tout le monde peut le faire. Quand la Russie a hacké la France. En 2015, TV5 Monde a failli disparaître. C'est une des plus grosses chaînes de l'Hexagone, diffusée dans plus de 200 pays pour 70 millions de téléspectateurs. Mais le 8 avril à 20h58, soudainement, tout s'arrête. Plus aucune image, et les réseaux sociaux de la chaîne arborent maintenant les couleurs de l'État islamique. Mais c'est un leurre, en réalité, les auteurs du crime sont russes. Un groupe de hackers qui se font appeler APT28. Ils ont réussi à s'infiltrer dans le système interne de TV5 Monde, notamment en passant par les caméras, dont le mot de passe par défaut n'avait jamais été changé, le point faible classique. Pendant des mois, ils grimpent lentement, sautant d'appareil en appareil jusqu'à atteindre leur cible, les multiplexeurs. Des grosses machines qui permettent aux chaînes de diffuser leur contenu. Tout le studio est en panique. Pour tenter de contenir la brèche, on débranche manuellement tout l'équipement informatique du réseau. Pendant toute la nuit, l'ANSSI, l'agence du gouvernement qui s'occupe de combattre les cyberattaques, travaille d'arrache-pied et le 9 avril au matin, ils arrivent à remettre les multiplexeurs en route. Au total, entre la perte d'audience et tout le matériel à remplacer, l'attaque leur a fait perdre plus de 10 millions d'euros. Pourquoi les hackers ont-ils fait ça? Quelques mois d'enquête plus tard, ce qui en revient, c'est qu'en plus du message fort, l'attaque aurait récolté des informations sur la chaîne qui ne pourraient servir qu'au gouvernement russe. APT28 serait directement sous les ordres de Moscou. C'est maintenant une question diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères reprend le dossier et depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, on le sait, la Russie, c'est le
le pays des hackers. À cause du fort taux de chômage du pays, beaucoup d'ingénieurs surqualifiés en recherche d'emploi finissent par se tourner vers l'illégalité. Ce qui n'aide pas, c'est que le gouvernement finance les meilleurs et se sert d'eux pour lancer des attaques sur ses voisins et ses opposants. Le 12 janvier 2017, la chaîne C-SPAN diffusait une séance du Congrès américain quand soudainement l'image coupe à un journal de télé russe. Une simple erreur technique ou une manœuvre d'intimidation? Avec la guerre en Ukraine, la Russie ne se cache même plus. Les cyberattaques se multiplient. Espionnage, harcèlement ou vol d'informations, on est dans un vrai combat numérique, au point où même les Anonymous s'en mêlent. Depuis un an, le groupe de hackers s'en est pris à plusieurs sites du gouvernement. En février 2022, plusieurs chaînes pro-Kremlin sont hackées et remplacées par des messages pacifistes. Un mois plus tard, pendant la parade du jour de la victoire, l'équivalent de l'armistice en France, les programmes télé affichent carrément la liste des crimes de Poutine. Ça a l'air d'être pas grand chose, mais à la longue, ils deviennent une nuisance qui draine le temps et les ressources du gouvernement, tout en jouant sur l'opinion publique. C'est ça le vrai nerf de la guerre. La Russie n'est pas la seule dans ce cas-là. Souvent quand on hack la télé, c'est à des fins politiques. Dans les années 80, quand le gouvernement polonais venait de décréter la loi martiale, toutes les chaînes du pays doivent se mettre au pas. Maintenant, c'est l'État qui décide de la programmation. Outrés, deux étudiants décident de passer à l'action. Ils construisent un émetteur capable de synchroniser leur flux à celui de la télé. Ça leur permet de diffuser un texte superposé par-dessus l'image. Ils se plaignent de la montée du prix de la nourriture et appellent la population à se révolter en boycottant les prochaines élections. Encore aujourd'hui, ce genre d'attaque existe, que ce soit pour faire de la propagande ou aller contre le discours d'un gouvernement autoritaire. Dernièrement, celle qui a fait du bruit vient d'Iran. En octobre 2022, un groupe de hackers arrive à interrompre le journal télévisé d'une des plus grosses chaînes du pays. Pendant quelques secondes, on voit le visage de l'ayatollah, entouré de flammes avec une cible sur la tête. Un message: levez-vous, rejoignez-nous. Sur la gauche, les hackers laissent leur Twitter et leur Instagram. Maintenant, la révolution se fait aussi par les réseaux sociaux. Malgré l'énorme campagne de répression qui a suivi, quelques mois plus tard, les hackers recommencent. Cette fois directement pendant le discours du président. C'est la conséquence d'années de tension dans le pays. La colère populaire déborde et Internet est leur champ de bataille. Ça montre le pouvoir de la télévision. Si autant de gens tentent de la hacker, c'est qu'elle est un point central de l'opinion publique. Elle façonne nos avis et notre vision du monde. C'est pas juste un écran, c'est une arme.